Vous écoutez L'héritage des Birnagam, tome 1, Élisabeth. Un livre écrit par Maëla Pietri et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Prologue. 1920. Birnagam, Angleterre. Dans le sous-sol des ruines encore fumantes du manoir Birnagam, une fillette se tient debout, vêtue d'une robe de chambre blanche si légère qu'elle en est presque transparente. Ses longs cheveux dorés descendent jusqu'au bas de son dos, emmêlés et sales. Ses yeux, surprenants, l'un vert, l'autre gris, brillent d'un éclat surnaturel et on peut y lire une volonté farouche, inattendue, sur des traits si juvéniles. La veille encore, ils étaient 5 à connaître l'existence de ce lieu caché sous terre. Désormais, il ne reste plus qu'elle. Elle plisse le nez lorsque l'odeur de renfermé attaque ses narines. D'épaisses étagères en bois sombre supportent le poids de dizaines de bocaux et d'artefacts étranges et interdits. Des toiles d'araignées recouvrent chaque recoin poussiéreux, éclairé par la lumière de la lune qui entre par la trappe ouverte. Les sourcils froncés par la concentration, l'enfant trace une étoile à 5 branches sur le sol de pierre froide. Le silence n'est brisé que par le son de la craie blanche qui crisse sur la roche. Elle se redresse ensuite pour attraper un calice d'or et une branche de laurier sur les étagères de bric-à-brac qu'elle semble connaître parfaitement. « La terre », murmure-t-elle d'une voix enfantine en posant la branche au centre du pentagramme. « L'eau », continue-t-elle. Elle dépose le calice puis attrape une bougie. Sous son regard, la mèche s'allume. Sans s'émouvoir, elle dépose la bougie à côté des 2 autres offrandes. Le feu. S'accroupissant au-dessus des 3 objets, elle souffle pour faire vaciller la flamme sans pour autant l'éteindre. L'air, conclut-elle. Observant son œuvre, elle hoche la tête avec satisfaction. On peut lire l'inquiétude sur ses traits marqués par le chagrin, mais sa détermination n'a pas disparu, bien au contraire. Ce qu'elle s'apprête à faire risque de lui coûter la vie, mais la perspective d'une mort imminente ne lui cause pas la moindre peur, plutôt un certain soulagement. Il ne lui reste aucune raison de vivre. Elle est seule. Elle saisit un atamé noir sur la vieille table en bois accolée au mur et recouverte de parchemin taché d'encre. La lame du poignard rituel est acérée, mais le contact familier et froid de son manche rassure la jeune orpheline. C'était un cadeau de son père pour son 7e anniversaire. Il ne manque plus que 2 ingrédients. Elle pousse un soupir pour évacuer l'angoisse qui étreint son cœur et, avec la plus grande délicatesse, attrape le cadavre d'un chat. Son pelage sombre semble terne à la lueur des torches. La jeune fille étouffe un sanglot en serrant le corps désormais froid contre son cœur, qu'elle dépose ensuite sur le sol, devant les 3 artefacts. Tout est prêt. 1 minute passe sans que rien ne se produise, puis 2. Au loin, une cloche sonne. 12 coups pour annoncer minuit, l'heure à laquelle le voile entre les ténèbres et la terre est si fin qu'il est plus facile à traverser. Son père lui a enseigné tout ce qu'elle a besoin de savoir. Brandissant sa main au-dessus du cercle, la jeune fille inspire une dernière fois avant de tracer une profonde entaille dans sa paume, laissant son sang vermeil goûter sur le cadavre du chat. Elle grimace à peine, insensible à la douleur. J'invoque les ténèbres pour qu'ils réalisent ce que la magie ne peut accomplir. Par l'offrande de mon sang, en la présence des 4 éléments, je demande un échange. Sa vie contre 7 ans de la mienne. Que le Seigneur des ténèbres vienne à moi et accepte ce contrat. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'un violent courant d'air traverse la pièce, entourant le pentacle et l'orpheline. Ses cheveux se dressent sur sa tête. La bougie s'éteint, le laurier s'envole et le calice se renverse, mais rien ne l'ébranle. Elle répète son invocation une seconde fois, puis une 3e. La bougie vacillante s'éteint, plongeant la pièce dans le noir alors qu'une nouvelle présence se devine au centre du cercle. Soudain,
L'enfant s'effondre au sol en poussant des hurlements stridents, tandis que son corps se contorsionne si violemment qu'elle manque de se rompre le cou. Plusieurs minutes passent avant qu'elle ne s'évanouisse et que le silence n'envahisse de nouveau la pièce. La présence a disparu. Au centre du pentacle, le corps nu d'un jeune homme dépourvu de sexe est roulé en boule. Les yeux fermés, la respiration lente, il semble plongé dans un profond sommeil. Le cadavre du chat a disparu. Chapitre 1. Élisabeth, ma chère, tu es renversante comme à ton habitude. Lise tourne sur elle-même pour permettre à son mari, le duc Damien d'Hampton, d'admirer sa nouvelle toilette. Ce dernier ne prend pas la peine de masquer la fierté qui envahit ses traits devant la superbe créature qui se pavane devant lui. Son attitude tout entière témoigne de sa possessivité. Il s'agit de la 5e robe qu'il lui offre ce mois-ci, et elle rehausse encore la beauté déjà stupéfiante de ma maîtresse. Lise se tourne vers moi en souriant, et je m'incline légèrement devant elle. « Qu'en penses-tu, Minuit? Devrais-je la porter à la réception de ce soir? » « Elle te va très bien. » Je laisse l'affection imprégner ma voix, mais c'est inutile. Elle la sent à travers le lien que nous partageons. Effectivement, ainsi vêtue, elle ressemble à une poupée de porcelaine, précieuse, fragile et délicate. Ses cheveux dorés sont si longs qu'ils ondulent jusqu'à la lisière de ses fesses. Elle les aime détachées, malgré les critiques des dames de la bonne société qui jugent cette coiffure inappropriée. Pourtant, ils mettent en valeur son teint pâle et ses joues rouges, englobant ses traits fins et son petit nez aquilin qui souligne la beauté de son visage. Ses yeux, envoûtants, l'un argenté, l'autre vert, sont bordés de longs cils noirs qui lui donnent l'air d'une biche effarouchée. Elle semble bien plus jeune et innocente qu'elle ne l'est en réalité. Lorsqu'elle prend cet air enfantin, on ne peut la soupçonner d'aucun mal. Je suis la preuve vivante que les apparences sont trompeuses. Damien l'attrape par la taille pour la serrer contre lui et l'embrasse sur la tempe. « Tu devrais aller te préparer, chérie. La réception a lieu dans quelques heures. » Lise hoche la tête avec entrain et grimpe les escaliers 4 à 4. Je la suis avec moins d'empressement sous le regard perçant de son mari. Il n'apprécie pas notre relation. Quel homme tolérerait la présence d'un autre dans l'intimité de sa femme? Les ragots sur Élisabeth et moi circulent joyeusement à la cour, et Damien doit les entendre lui aussi. Personne n'ose contrarier le duc, mais il me paraît impossible qu'aucune langue un peu trop pendue n'ait fourché en sa présence. Il se trompe, bien entendu. Je ne suis qu'un familier comme un autre. Ma forme humaine est une illusion. L'aigle aux ailes brunes qui ne le quitte jamais, son propre familier, traverse la pièce pour se poser sur les larges épaules du duc. Ce dernier caresse sa tête avec un air pensif. Quelque chose le contrarie, et cela n'a rien à voir avec ma présence dans les appartements de sa femme. Je tourne dans le couloir en marbre blanc décoré d'un long tapis pourpre et dépasse 3 pièces avant d'atteindre la chambre de Lise. J'y pénètre sans frapper. Sans surprise, elle n'est pas du tout occupée à se préparer pour la réception. Elle a enfilé un pantalon de cuir marron et une veste de la même matière, abîmée et recousue à plusieurs endroits. Une large cape blanche recouvre ses épaules et elle a rabattu une capuche sur sa tête. Un foulard rouge masque la moitié basse de son visage, achevant de la transformer. Ainsi vêtue, on ne peut deviner qu'elle est en réalité la duchesse d'Hampton, dernière héritière de la puissante famille Birnagam. Les nobles feraient une crise cardiaque s'ils découvraient un jour qu'elle se balade dans les ruelles, vêtue comme un assassin des bas-fonds. Je ne peux retenir un sourire amusé lorsque l'alter ego de ma maîtresse se tourne vers moi en accrochant un poignard à sa ceinture. « Minuit, tu viens avec moi? » « La réception est dans 4 heures, Lise. »« Certainement, et nous y serons à temps. J'ai besoin de prendre l'air. »« Nous allons dans les ruelles? » Lorsqu'elle hoche la tête, je devine son sourire malgré le foulard qui cache presque entièrement son visage.
Le duc Damien d'Hampton aime sa femme parce qu'il la croit innocente et fragile, comme un trophée qu'il peut promener, entretenir et exposer avec fierté au reste de la bonne société. C'est la raison pour laquelle Liz l'a épousé en premier lieu. Il ne se doute pas une seconde de ce dont elle est réellement capable. Même si la preuve lui sautait aux yeux, il refuserait toujours de le croire. Je lève les yeux au ciel et ordonne à mon corps de retrouver sa forme naturelle. Le changement est si instinctif que je n'ai jamais eu besoin de l'apprendre. Il me suffit d'y penser pour me transformer. Je sais que le changement puise dans la magie que je partage avec ma maîtresse, mais l'effort est minime. Élisabeth ne le ressent même pas. Une seconde plus tard, je me retrouve sur mes 4 pattes et marche d'un pas félin vers le rebord de la fenêtre sur lequel je saute adroitement. Liz caresse le haut de mon crâne en prenant soin de gratter l'arrière de mes oreilles, là où j'aime tant son contact. Je ronronne, tandis qu'elle saute en direction de la branche située à 1 mètre de là. Elle attrape le bois de ses mains agiles avant de se laisser tomber vers le sol, en contrebas. Elle a pratiqué ces mouvements tant de fois qu'il ne lui faut que quelques secondes pour rejoindre la terre ferme sans le moindre bruit suspect. Je bondis à mon tour pour la suivre dans les jardins du manoir Hampton. Nous nous glissons ensemble à travers les rues des beaux quartiers de Notting, prenant soin de longer les murs pour ne pas attirer l'attention de la noblesse. Il est rare que les gens des ruelles parviennent jusqu'ici, et lorsque ça arrive, ce n'est jamais avec de bonnes intentions. Avec mon apparence féline, je passe inaperçue. Ils n'ont aucun moyen de faire la différence entre le familier d'un mage et un animal dépourvu de pouvoir. Élisabeth, en revanche, est vêtue comme une voleuse et elle est consciente du danger encouru si elle est découverte par ceux qui la fréquentent quotidiennement. Les façades extérieures, colorées de diverses teintes pastel et de plantes grimpantes, confèrent un charme certain aux rues immaculées et aux sols pavés. Les quelques rares passants sont vêtus à la dernière mode. Les femmes portent des robes mi-longues colorées, à fleurs, décorées de perles ou de sequins brillants, toujours affreusement chers. Les hommes, à leur côté, s'affichent en costumes sobres tout aussi luxueux. Nous avons choisi à dessein une rue peu fréquentée, mais, à quelques pas de là, les sons étouffés du marché nous parviennent. Les épaules de Liz ne cessent de se contracter sous sa cape au moindre bruit suspect. Alerte, elle se jette dans l'encadrement d'une porte ou dans un recoin sombre dès qu'un badaud choisit de passer par là. Je perçois sa nervosité à travers notre lien alors que je surveille ses arrières. La seule imperfection dans la couverture si bien étudiée qu'Élisabeth présente au monde, c'est moi. Personne n'ose poser de questions. Personne ne veut vraiment savoir comment un être aussi innocent qu'Elizabeth Hampton est parvenu à faire ce qu'encore aucun magicien n'a jamais réussi à accomplir, donner forme humaine à son familier. Ce n'est que lorsque nous arrivons au pont que ma maîtresse se détend. Autour de nous, les éclats de rire pompeux et les exclamations des marchands laissent place au vacarme du vent et du fleuve qui s'écoule furieusement 50 mètres en dessous de nous. De l'autre côté, les bâtiments paraissent nettement moins entretenus. Fini les couleurs pastel et les plantes grimpantes que favorise la bonne société de Notting, ici, les murs sont sales, décrépits et, pour certains, en ruine. Un chien famélique traverse les rues, effrayé par notre présence et celle de l'énorme voiture noire tirée par 2 chevaux qui vient de sortir d'une rue adjacente. Liz bondit sur le côté pour ne pas se faire renverser et peste contre le véhicule et ses occupants lorsqu'une gerbe d'eau croupie l'asperge. Elle se secoue vigoureusement pour tenter de se sécher, sans succès. L'odeur nauséabonde qui s'échappe désormais de ses vêtements la fera passer inaperçue, ici. « Que fait une voiture pareille dans les ruelles ?» demande-t-elle en plissant le nez. Je miaule à son attention. Quoi qu'elle veuille faire, il ne lui reste que 3 heures avant que sa présence ne soit requise au manoir Hampton. Hochant la tête distraitement, elle se faufile dans la rue sombre et étroite en face de nous. Un rat passe à quelques centimètres de mes pattes et je ne peux m'empêcher de l'envoyer percuter le mur.
Mon instinct félin me hurle de jouer avec l'animal avant de l'achever, mais la vue de ma maîtresse qui tourne au coin de la rue m'en dissuade. Au bout de plusieurs minutes, nous débouchons sur une place entourée des immeubles les plus décrépits et sales de Notting. Cet endroit n'a pas toujours ressemblé à ça. La fin récente de la guerre a provoqué l'arrivée de milliers de réfugiés dans la ville, désormais capitale politique et économique d'Angleterre. Ombres, humains, elfes, mages et même quelques démons ont élu domicile à Notting. Les plus infortunés se sont installés dans les ruines des bâtiments détruits dans l'espoir que le conseil et les nobles leur viennent en aide. Personne n'a jamais levé le petit doigt en ce sens, et les ruelles ont vu le jour. Une vieille femme au visage couvert de rides et au cuir chevelu clairsemé, vêtue d'une vieille robe rapiécée des dizaines de fois, est assise sur les marches d'une vieille bâtisse adossée à la porte en bois pourrie que je devine avoir été verte autrefois. Elle tient, entre ses doigts tremblants, une longue aiguille à tricoter couverte de taches marron qui empestent le vieux sang séché. L'aiguille passe dans sa main droite alors que la gauche se tend dans notre direction. Son regard d'aigle se pose sur Élisabeth, puis sur moi, et je ne peux retenir un frisson lorsqu'elle plisse son gros nez de dégoût. Si elle le pouvait, elle m'épinglerait sur cette aiguille avant de me dépecer pour me dévorer. Ma maîtresse s'approche d'un pas tranquille. Le bas de son visage a beau être masqué, je devine qu'elle sourit rien qu'au ton de sa voix lorsqu'elle s'adresse à la femme. « Irma, tu as l'air en forme. » « Que viens-tu faire dans ce trou infâme, Catherine? » Catherine, la tueuse des ruelles, la magicienne dont personne ne sait rien, si ce n'est que lorsqu'elle accepte une mission, elle n'échoue jamais. Nous sommes loin d'Elizabeth Birnagam, la coquette et frivole femme du duc d'Hampton. C'est sans doute la raison pour laquelle personne n'a jamais fait le lien entre ces deux femmes. « J'ai affaire, » répond évasivement Lise en déposant une pièce d'argent dans la main de la vieille. Les yeux de celle-ci brillent d'avidité et la pièce disparaît instantanément sous sa jupe. « Tu es stupide. Seuls les gens stupides continuent de faire des affaires dans les ruelles lorsqu'ils peuvent en sortir, » grogne-t-elle en baissant les yeux. « On y trouve ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des meurtriers, des voleurs et des charlatans. Je rejoins Irma sur ce point. Cela dit, continue-t-elle, tu en fais partie, tu en es même la reine. Je te soupçonne de venir ici par pur plaisir. Tu n'es pas stupide, tu es folle, folle alliée, sadique, engeance de démons. Ce fut un plaisir de converser avec toi. » Élisabeth se détourne après avoir salué la vieille et emprunte l'étroite ruelle sur notre gauche. Je m'empresse de la suivre en prenant soin de me cacher dans l'ombre des bâtiments pour passer inaperçu. Si les magiciens sont monnaie courante dans les beaux quartiers, ils se font plus rares par ici. À l'image de toutes les autres espèces, nombre d'entre eux ont tout perdu pendant la guerre, mais leur fierté les a sauvés de la pauvreté. Les mages sont supérieurs aux autres par nature, et surtout par la taille de leur ego. Il est donc inenvisageable pour eux de vivre ici, parmi les criminels et les rebuts de la société. Les ombres ne semblent pas y voir d'inconvénients. Les humains ont toujours subi de plein fouet les conséquences des choix des puissants de ce monde, et les elfes considèrent que vivre dans les ruelles est une preuve de médiocrité et n'admettent aucun faible dans leur rang. Pour cette raison, les ruelles hébergent une grande majorité d'ombres et d'humains. Viennent ensuite les elfes et, dans une moindre mesure, les mages et les démons. L'éclat d'une lame dans la main d'Élisabeth me rassure. Elle a beau paraître nonchalante, elle sait exactement dans quel trou à rats elle met les pieds. L'odeur suffocante imprègne mon museau, rendant chaque respiration difficile. Ici, les égouts sont à ciel ouvert et les immeubles moisissent sans que personne n'agisse. C'est encore pire en temps de pluie. L'eau ne fait qu'humidifier la crasse séchée, ravivant la puanteur des lieux. La moiteur ambiante se colle à mes poils et il me faut faire preuve d'une grande maîtrise de moi-même pour ne pas faire demi-tour.
Si Damien voyait sa femme traverser ces artères sombres et fétides avec tant d'assurance, il l'enfermerait probablement à double tour sur le champ pour s'épargner une telle humiliation. Après l'avoir obligée à prendre plusieurs bains. Le peu de gens que nous croisons gardent la tête baissée, prenant soin de ne pas croiser le regard de ma maîtresse. La réputation de Catherine n'est plus à faire, et s'ils ne la reconnaissent pas, alors l'état décent de ses vêtements et l'assurance de ses pas suffisent à les rendre méfiants. Ici, il faut être téméraire pour s'offrir le luxe de l'arrogance. Nous dépassons plusieurs portes moisies avant de tourner à un nouvel embranchement dans lequel la lumière du jour ne passe même plus. La température chute de plusieurs degrés et l'humidité alourdit l'air, accentuant la pestilence ambiante. Un homme chauve au crâne recouvert de cicatrices se tient adossé au mur de pierre. Il examine Élisabeth d'un air lubrique, essayant de toute évidence de distinguer la forme de son corps à travers ses vêtements. « Hé, ma jolie, ces rues ne sont pas très sûres pour une jeune femme comme toi. Je te raccompagne? » Son sourire laisse apparaître ses dents pourries. Il s'écarte du mur, faisant étinceler la lame de son couteau. Quelque chose me dit que ses intentions n'ont rien de chevaleresque. Cet abruti aura mérité son sort. Je m'installe paresseusement dans l'ombre tandis qu'Élisabeth s'arrête à sa hauteur. Elle ne paraît pas effrayée, même pas ennuyée. À vrai dire, quand elle parle, son ton est surpris. Vas-tu vraiment commettre l'erreur de croire que parce que je suis une femme, je ne sais pas me défendre? Aujourd'hui, elle n'a même pas pris la peine d'user de magie pour modifier sa voix. Même si les habitants des ruelles ne risquent pas de la croiser dans les beaux quartiers, ses intonations cristallines, aussi ravissantes soient-elles aux oreilles de son mari, inspirent difficilement le respect. Pourtant, son ton est assuré, et même si je ne peux pas voir son regard de là où je me trouve, je sais qu'il brille d'un éclat farouche et avide. L'homme hésite une seconde, mais n'est pas suffisamment intelligent pour fuir. Je suis simplement galant. Viens avec moi. Il fait un nouveau pas dans sa direction et brandit son couteau. Élisabeth l'a vu. Sa propre lame tournoie dans sa main avec dextérité. Si tu t'approches encore, tu perdras tes yeux. Combien de temps penses-tu pouvoir survivre ici avec ce handicap? L'avertit-elle une seconde fois. Il continue à avancer en éclatant de rire. Tu feras moins la maligne dans quelques minutes. Il frappe dans sa direction, mais elle n'est déjà plus là. D'un mouvement vif, elle s'est décalée et se retrouve à côté de lui. Avec souplesse, elle esquive sa seconde attaque et profite de son élan pour le faire trébucher. Dans un bruit sourd, il tombe au milieu d'une flaque nauséabonde. Je bondis adroitement, sans parvenir à éviter les gouttes qui aspergent mes poils. Je pousse un feulement de mécontentement, mais il est couvert par le grognement de rage de l'homme aux dents pourries. Élisabeth ne lui laisse pas le temps de se relever. Elle s'accroupit au-dessus de lui, sa lame brillante à quelques millimètres seulement de son œil gauche. Il n'a pas le temps de supplier, seulement de comprendre ce qui est sur le point de lui arriver. Je peux voir son visage se figer dans un masque de terreur avant que la lame ne s'enfonce dans son orbite. Elle n'a pas hésité une seconde. Il hurle si fort que tous les gens aux alentours l'ont probablement entendu. Personne ne lui viendra en aide, cela dit. Des dizaines de personnes nous observent probablement depuis les bâtiments qui nous entourent, et je suis prêt à parier qu'aucun d'entre eux ne s'émeut de ce qui se passe. Catherine n'est dégoûtée ni par le flot de sang qui coule désormais de l'œil crevé, ni par les hurlements de sa victime. Elle frappe une seconde fois, dans l'œil droit. Je t'avais prévenu, les deux yeux. Pendant les quelques minutes qu'il te reste à vivre, souviens-toi que tu aurais pu rentrer chez toi ce soir si tu t'étais montré raisonnable. Elle semble presque contrariée qu'il l'ait forcée à en venir à de telles extrémités. J'entends du mouvement autour de nous. Ceux qui se cachent se préparent à sortir dès que la voie sera libre. Ils se battront pour les maigres possessions de ce coupe-gorge à l'instant où nous serons suffisamment loin. Ma maîtresse se relève en ignorant les sanglots bruyants de l'homme
et nous nous enfonçons plus profondément encore dans le passage. Elle s'arrête devant une porte un peu mieux entretenue que les autres et tape 2 coups, suivis d'un troisième un peu espacé des 2 premiers. Si la moisissure n'a pas encore attaqué le bois, le bâtiment en lui-même est aussi sale et délabré que ceux qui l'entourent. La seule fenêtre a été brisée et des éclats de verre recouvrent son rebord. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre sur une montagne de muscles. L'homme à la peau sombre porte un vieux pantalon rapiécé et une chemise qui ne couvre pas ses épaules. Il a le crâne chauve et ses grands yeux marrons brillent d'un éclat intelligent. « Catherine, c'est à toi qu'on doit ces nuisances sonores? »« Non, Marty, c'est à l'homme qui criait lorsque je lui ai crevé les yeux. » Marty esquisse une grimace de dégoût avant de s'écarter pour nous laisser passer. Il me jette un regard contrarié lorsque j'entre à mon tour. Il n'aime pas les familiers, pas plus qu'il n'apprécie les mages. Les humains se trouvent tout en bas de la chaîne alimentaire, mais certains d'entre eux parviennent à échapper à leurs conditions, que ce soit en développant des compétences particulières ou en se plaçant sous la protection d'un être plus puissant. Marty a choisi les 2 solutions. À l'instar d'Élisabeth, c'est un tueur redoutable dont la simple réputation tient en respect la plupart des truands. Sa bienfaitrice fait le reste. Les 3 couloirs dans lesquels nous débouchons n'a rien de particulier. Des murs beiges, une moquette qui a été blanche par le passé, pas la moindre décoration. Nous sommes déjà venus ici des centaines de fois, car Catherine y prend la plupart de ses contrats d'assassinat. C'est aussi l'herboristerie la plus fournie de toute la ville et probablement d'Angleterre. On y trouve des ingrédients interdits que la majorité des magiciens ne connaissent même pas. Je n'aime pas cet endroit, mais ma maîtresse s'y sent plus à l'aise que dans son propre manoir. Ici, elle s'autorise à être elle-même. Nous pénétrons dans une large pièce remplie de bric-à-brac plus ou moins ordonnés. Potions, herbes et mixtures étranges s'entassent un peu partout. Les murs, eux, sont invisibles, cachés par des centaines de livres de toute taille. En face de nous se trouve un comptoir au bois élimé sur lequel sont disposées des cages rouillées. À l'intérieur, de petits rongeurs terrifiés grouillent et s'écrasent les uns les autres pour tenter de trouver une échappatoire. Tous les ingrédients nécessaires pour pratiquer la magie ténébreuse. Mama Donna, une vieille femme à forte corpulence et aux cheveux bouclés grisonnants, entre en boitant depuis l'arrière-salle. En découvrant Catherine, elle pousse un soupir agacé. « Encore toi, petite. »« Bonjour, Mama Donna. Moi aussi, je suis contente de te voir, » ironise ma maîtresse. « De quoi as-tu besoin cette fois? J'ai un contrat pour toi, si tu veux. Un truc facile, une gamine qui a volé les mauvaises personnes. » « Je ne m'en prends pas aux gosses, maman, tu le sais bien. Refile ça à quelqu'un qui n'a plus d'honneur. Je suis là pour une plume de paon égorgée au lever du soleil et du sang de démon. » De nouveau, l'herboriste se fige. « Tu ne devrais pas faire cette demande aussi ouvertement. Les démons n'apprécient pas qu'on fasse usage de leur sang. » Ça explique sans doute pourquoi si peu de magiciens pratiquent la magie ténébreuse de nos jours. Tu es puissante, Catherine, et pas de doute que sous ce masque se cache un joli minois, mais les démons ne sont pas des hommes. Ils te tortureront avant de te tuer, dans le seul but de s'amuser. Ils ne te sous-estimeront pas, ne tenteront pas de te séduire et ne se laisseront pas avoir par ta ruse. Si je ne te connaissais pas si bien, je croirais que tu t'inquiètes pour moi. Je m'inquiète de ce qui arriverait à cet endroit si on entend que tu m'as demandé du sang de démon. Je n'en ai pas, petite. J'ai passé l'âge d'être stupide. Je peux te vendre la plume de paon, pour le reste, tu devras te débrouiller par toi-même. Je décèle une pointe de déception à travers notre lien, mais Mama Donna ne s'en rend pas compte. Catherine est devenue experte pour masquer ses émotions et la capuche qui recouvre son visage ne laisse personne distinguer ses traits. Elle n'insiste pas et se contente de déposer une poignée de pièces d'or sur le comptoir. La vieille femme hoche la tête avec satisfaction avant de faire demi-tour pour s'enfoncer dans sa réserve.
Elle en revient quelques secondes plus tard avec une boîte en bois assez longue pour contenir une large plume. Elle me jette ensuite un regard avide. « Je te rends la moitié de l'argent si tu me laisses prendre une poignée de poils sur ton familier. » Élisabeth se contente de lui tourner le dos pour retourner dans le couloir, et je me précipite à sa suite, impatient d'échapper au regard insistant de la vieille femme. Les poils de mon chat ne sont pas à vendre et je ne manque pas d'argent. Passe une bonne journée, ma Madonna. Ce fut un plaisir de faire affaire avec toi. Je frissonne en imaginant ce qu'un magicien ténébreux pourrait faire de mes poils et suis ma maîtresse, soulagée de quitter cet endroit. Un livre à la main, Marty nous lorgne sans se lever de la chaise à bascule sur laquelle il est installé. Il n'a probablement rien manqué de l'échange. Cesse de faire ta tête brûler, Catherine. Tu finiras bien par tomber sur plus fort que toi un jour. Chapitre 2. L'homme aux yeux crevés a disparu lorsque nous retournons à l'extérieur. Seule une large traînée de sang indique qu'un meurtre a été commis ici quelques minutes plus tôt. Élisabeth ne ralentit même pas le pas et passe son chemin comme si elle avait déjà oublié l'altercation. Il m'arrive de penser que la capacité de ma maîtresse à éprouver des émotions a été altérée à jamais. Nous rejoignons les beaux quartiers sans encombre et nous glissons dans sa chambre moins d'une heure plus tard. L'habitude nous a rendus redoutablement doués pour rester invisibles. Il lui reste 2 heures pour se préparer, ce qui, remercions sa beauté naturelle, est largement suffisant. 1 heure et demie plus tard, nous descendons ensemble les marches qui mènent à l'immense salon de marbre du manoir. Élisabeth a retrouvé son masque de femme du monde et a finalement opté pour une robe claire près du corps qui descend juste en dessous des genoux, décorée de multiples perles brillantes et de franges qui volent autour d'elle au moindre de ses mouvements. Elle a mis des paillettes dorées sur ses paupières et assombri ses cils. Ses cheveux sont remontés en chignon à l'apparence négligée et quelques mèches libres entourent son visage angélique. Elle a achevé sa tenue en enroulant un bandeau perlé autour de sa tête. Elle est époustouflante. À notre arrivée, tous les regards se posent sur elle pour admirer la finesse des muscles de ses jambes nues, la courbe parfaite de son corps et les reflets miel de ses cheveux. Ses fascinants yeux verront s'accrochent à chacun des gens qu'elle gratifie d'un sourire lumineux pour achever de les conquérir. Dans son ombre, je peux admirer à mon aise le talent naturel de ma maîtresse pour attirer l'attention. Sa seule présence captive l'audience qui ne semble pas pouvoir se détacher d'elle, cherchant désespérément un moyen de s'attirer ses bonnes grâces. Il ferait tout pour lui plaire. Elle qui, quelques heures plus tôt, crevait les yeux d'un homme sans sourciller. Il m'arrive de me demander si elle use de sa magie pour les ensorceler, mais je ne perçois aucune étincelle de pouvoir. Tout ceci n'est que le produit de son charme naturel et de l'éducation particulière qu'elle a reçue. Damien Dampton s'approche des escaliers, le regard rivé sur sa femme qu'il couve avec ravissement. Il lui tend son bras, impeccablement vêtu dans son costume noir. Ses cheveux roux sont plaqués en arrière et encadrent parfaitement son visage sculpté à la serpe. Lorsqu'ils font face à leurs quelques invités, ils passent sans mal pour l'un des couples les plus puissants et respectés d'Angleterre. Vêtu entièrement de noir sous ma forme humaine, je me tiens dans leur dos, suffisamment discret pour espionner les convives à ma guise. Je ne suis que l'ombre de ma maîtresse, une présence qu'on oublie vite. L'extension nécessaire pour lui permettre d'œuvrer dans le dos des nobles pendant qu'elle leur offre ses sourires les plus candides et ses traits d'esprit les plus vides. Damien a invité des personnages politiques importants venus accompagnés de leurs femmes. Comme souvent, il parle affaires. Élisabeth a fait semblant de ne pas être prête lorsqu'ils sont arrivés, mais lui, comme moi, savons pertinemment qu'elle aime simplement ménager son entrée. Elle échange désormais platitudes et commérages avec les dames, sans perdre une seule miette de ce que disent les hommes. Si je ne la connaissais pas aussi bien, il m'aurait été impossible de le remarquer. Ses yeux fuient en de rares occasions vers son mari ou l'un de ses interlocuteurs,
Ses lèvres frémissent par moments lorsqu'une information intéressante parvient à ses oreilles. C'est à peine perceptible. Le Conseil a statué pour autoriser certains démons à siéger et il n'y a rien que nous puissions faire contre ça, annonce l'un des hommes dont le nom m'échappe mais qui est pourvu d'une moustache impressionnante. Ce sont des abrutis, se plaint un autre en tirant sur un épais cigare qui empeste l'air autour de lui. Élisabeth plisse discrètement le nez et cela n'échappe pas à Damien qui désigne le cendrier à son invité. Pouvez-vous éteindre ça? Vous importunez ces dames. Je réprime un sourire. Peu importe ce que je pense de Damien, il prend soin de Lise avec un sérieux qui l'honore. L'homme fronce les sourcils, agacé, mais éteint son cigare sans se plaindre. Il ne prendrait pas le risque de froisser son hôte. Les démons sont problématiques, c'est vrai, mais les membres du Conseil n'ont pas l'intention de leur donner un véritable pouvoir décisionnaire. Je leur fais confiance pour s'accrocher à leurs privilèges comme des tiques. Le véritable danger vient du message que cela renvoie. S'ils siègent au Conseil, cela signifie qu'ils ne sont plus nos ennemis et ne sont donc plus à craindre, fait remarquer le duc d'Hampton d'une voix calme. Nous ne baisserons pas la garde. La guerre est peut-être terminée, mais sa fin est récente. Je ne me fais pas de soucis à ce sujet, Hampton, s'exclame l'homme à la moustache. Vous réfléchissez à échelle humaine, Larkins. Les démons sont immortels. Ils gagneront notre confiance peu à peu, puis se glisseront dans nos foyers. Ils prendront des décisions mineures au début, puis de plus en plus importantes, et dans 30 ans, ils auront pris la tête du Conseil. Je doute que cela prenne tant de temps que cela, en réalité. Les 4 nobles assis autour de la table partagent un murmure d'assentiment en avalant leur verre de cognac. Les femmes, de leur côté, continuent leur badinage sur la mode en matière de robes. Madame de Fontanelle détaille les dernières extravagances de sa couturière. Élisabeth paraît captivée par ses paroles, donne même son avis à quelques occasions, et personne ne remarque que ses poings se sont crispés sur sa robe à la seconde où Larkins a mentionné l'arrivée des démons au Conseil. La lourde horloge en bois sombre sonne pour annoncer 19 heures, et Damien se lève, aussitôt imité par ses convives et sa femme qui m'adresse un sourire complice par-dessus son épaule. Il est temps de nous rendre à la réception. Élisabeth, Damien, son familier et moi-même grimpons dans la même calèche, tandis que leurs invités reprennent leurs véhicules respectifs pour nous suivre. Je me serre entre ma maîtresse et la fenêtre, en profitant pour regarder le paysage défiler sous mes yeux. Cela fait plusieurs mois que l'événement est prévu. La délégation démoniaque arrive ce soir pour conclure un accord de non-agression avec le Conseil. Le conflit ouvert a pris fin depuis quelques années maintenant, en partie à cause du fait que les mages et les ombres ont vu leur force diminuer drastiquement pendant la guerre, mais le conflit ne sera officiellement terminé que ce soir, lorsque le décret aura été signé. 30 ans auparavant, le premier portail s'est ouvert à Lenton, à quelques kilomètres de Londres, l'ancienne capitale. Quelques démons, curieux, ont foulé notre planète pour la première fois, désireux de découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté de ces portails qui s'ouvraient régulièrement dans leur dimension. Les nobles ont d'abord fait connaissance avec ces nouveaux venus, découvrant ainsi leur magie et les connaissances qu'ils pouvaient partager. La curiosité laissa vite place à la jalousie et à la peur lorsque les démons firent preuve d'une puissance supérieure à celle des terriens. Les démons furent donc massacrés. Ne voyant pas revenir leurs compagnons, les démons envoyèrent une seconde délégation sur Terre qui connut le même triste sort, mais quelques survivants parvinrent à rentrer chez eux et à alerter les leurs. Lorsque leur armée déferla sur Terre, elle ne fit preuve d'aucune pitié et vengèrent tous ceux qui étaient morts de la main des familles royales. Celles-ci furent massacrées et Londres dévastée. Sur l'ordre du plus puissant mage du monde, le comte Birnagam, le conseil fut créé à Notting, dirigé non pas par les plus nobles de l'époque mais par les plus puissants de chaque espèce terrienne, humains mis à part. Une armée vit alors le jour. Là où le comte passait, il ne restait que cendres et désolation.
Des rumeurs prétendaient que des hurlements s'échappaient parfois des murs de son manoir. Que des mensonges, bien sûr, car il n'emmenait pas ses prisonniers chez lui. Il les torturait ailleurs. Son ambition démesurée l'a mené à la mort, lui ainsi que tous les membres de sa famille. Tous, sauf sa fille, Élisabeth. La guerre a pourtant continué plusieurs années après ça, encouragée par l'influence toujours forte du comte sur ses partisans malgré sa disparition. Mais les démons étaient trop puissants et les mages ont dû finir par capituler. Élisabeth demeure silencieuse durant le trajet, sa délicate main enveloppée dans celle de son mari. Elle semble plongée dans ses pensées, et même moi, je suis bien incapable de savoir ce qu'elle a en tête. Elle refuse d'aborder le sujet de la trêve, se contentant de me sourire en secouant la tête lorsque je tente de la questionner par l'esprit. Elle parvient même habilement à empêcher ses sentiments de me parvenir à travers notre lien. Le carrosse termine sa course dans la cour du palais Hewinso. Cet endroit est la place forte des mages, une splendide bâtisse aux murs clairs située dans le sud de la ville, à l'extrémité opposée des ruelles. Bâti dans un style français et entouré de jardins à l'italienne, il est réputé dans le monde entier pour sa magnificence. Les démons ont eux-mêmes choisi l'emplacement de la signature du traité, sans doute par volonté de les humilier. Cela n'a surpris personne, mais n'a pas manqué d'enrager les principaux concernés. La haine viscérale que les deux espèces se vouent dépasse de loin la rancœur partagée par les autres races, et, si les ombres et les elfes sont présents, ce sont les mages que les démons souhaitent écraser ce soir. Je me demande comment ils ne se sont pas encore étouffés dans leur propre arrogance, tant l'affront doit être suffocant. Les ombres ont été les premiers à déposer les armes, incapables de sacrifier les leurs plus longtemps dans un conflit qui ne faisait plus sens. Les plus intelligents, selon moi. Les elfes ont suivi peu de temps après, et finalement, les mages ont dû se rendre à l'évidence. Damien sort en premier du carrosse et tend une main à sa femme pour l'aider à descendre. Je les suis silencieusement en observant les environs. Une quinzaine de calèches est déjà garée sur le fin gravier beige qui recouvre la surface de la cour du palais. Les convives se dirigent d'un pas tranquille vers l'intérieur de la bâtisse en discutant à voix basse. Ils portent pour la plupart de longs manteaux épais qui les protègent de l'air frais. Le mois de mai est à peine entamé et je frissonne en regrettant de ne pas avoir revêtu mon apparence féline et les poils épais qui vont avec. Une fine bruine tombe du ciel et je jette un regard à ma maîtresse qui, elle, est bien couverte dans son manteau en fourrure. Même d'ici, on peut sentir la tension dans l'air. Il suffirait d'une étincelle pour débuter un esclandre et pourtant les démons ne sont même pas encore arrivés. Ils ne doivent pas se présenter avant 10 heures. Je surprends le regard admiratif d'un ombre sur Élisabeth qui illumine les lieux au bras de son mari. Celui-ci passe presque inaperçu tant sa femme est resplendissante. L'ombre ne semble pas remarquer mon regard insistant. Subjugué par ma maîtresse, il s'interrompt lorsqu'elle passe à sa hauteur. Elle fait mine de ne pas le remarquer, concentrée sur les paroles que Damien lui murmure en l'entraînant vers le palais. J'ai presque de la peine pour le pauvre homme. Les ombres sont parfaitement reconnaissables à la couleur ébène de leur peau et à leurs surprenants yeux bleus. Autour d'eux, un nuage sombre tourbillonne constamment, comme doté de sa propre volonté. Ils peuvent s'y fondre pour disparaître, et Dieu seul sait quoi encore. Contrairement aux mages ou aux elfes, les ombres vivent en marge de la société, se contentant généralement de vendre leurs services comme voleurs, assassins, gardes du corps ou chasseurs de primes. Si les démons engendrent la crainte, eux n'inspirent que le mépris aux mages comme aux elfes. Ils ont pourtant leurs propres représentants au conseil et leur voix a la même importance que celle des autres. Oubliant l'ombre, je pénètre à la suite de ma maîtresse dans la somptueuse entrée du palais Hewindsor. Au sol, une alternance de carreaux blancs et noirs. Quant aux murs, ils sont recouverts de fresques et de portraits des plus grands mages des siècles passés. Le père d'Élisabeth doit se trouver quelque part parmi eux, occupé à mépriser tous ceux qui passent devant lui. Leurs regards fixes nous suivent d'une manière excessivement dérangeante.
Je soupçonne presque les conseillers d'avoir jeté un sort à leur tableau pour mettre leurs invités mal à l'aise. Damien aide Élisabeth à se délester de son large manteau de fourrure et le passe à un valet qui s'empresse de l'emmener dans une arrière-salle. « Comment te sens-tu, ma chère? Tu es bien silencieuse. » Lise sourit à son mari. « Je vais bien. Je suis juste un peu nerveuse. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des démons aussi puissants que ceux qui vont venir ce soir. Je suis presque admiratif de la manière dont elle parvient à rendre son mensonge crédible en baissant les yeux pour simuler l'embarras. Élisabeth n'a pas été anxieuse une seule seconde de sa vie et ce n'est certainement pas sa première rencontre avec un démon au sang noble. Bien sûr, Damien gobe ses paroles sans douter une seconde. Il pose un bras protecteur autour des épaules de sa femme et l'embrasse sur la tempe. « Tu n'as rien à craindre, je te protégerai. » Comme s'il pouvait faire quoi que ce soit contre un démon supérieur. Comme si Élisabeth avait besoin de sa protection. Elle hoche la tête en se blottissant contre lui, et à cet instant, il ne fait pas le moindre doute qu'il risquerait sa vie pour sauver celle de sa femme. Elle, qui ne lèverait probablement pas le petit doigt pour lui. Nous pénétrons dans la salle de bal à la suite d'une dizaine de convives. Cette pièce grandiose représente à merveille l'orgueil démesuré de ceux qui l'ont fait construire, car elle est si longue qu'il me faudrait probablement plusieurs minutes pour la traverser entièrement. Des centaines de miroirs recouvrent les murs, agrandissant l'espace. Un large buffet trône au milieu, recouvert de mets divers. Sur plusieurs tables ont été déposées de véritables fontaines de champagne. Les invités déjà présents discutent autour des gourmandises ou dansent sur la piste. Ici, il fait chaud et la musique résonne contre les murs, obligeant les convives à hausser la voix pour se faire entendre. Même les elfes, habituellement racistes et méprisants, tournent la tête lorsque le duc et la duchesse d'Hampton passent à leur hauteur. Je perçois l'éclat du désir dans l'expression de l'un d'entre eux quand il croise le regard mutin de ma maîtresse. Lorsqu'elle esquisse un discret sourire à son attention, il bombe le torse, la fixant avec une telle indécence que cela provoquerait probablement un incident diplomatique si Damien le surprenait. L'elfe ne semble pas s'en soucier et fend la foule avec une assurance que seuls les êtres importants peuvent afficher sans paraître ridicules et s'arrête juste devant le couple, esquissant une gracieuse révérence uniquement destinée à la duchesse. Ses longs cheveux pâles sont tressés dans son dos et souligne l'élégance de ses traits. Il porte une tunique de soie verte et une épée d'argent solidement accrochée à son pantalon. Il est beau, comme tous les membres de son espèce, et son aplomb lui accorde un charme certain. « Madame, permettez-moi de vous dire que votre beauté éclipse de loin celle de toutes les autres femmes présentes ici ce soir. » Damien fronce les sourcils et avance d'un pas pour se placer entre sa femme et son audacieux prétendant. Émiliane, vous semblez oublier que vous vous adressez à une femme mariée. L'intéressé accorde finalement un regard dédaigneux au mage, comme s'il s'apercevait à peine de sa présence. Si je l'avais oubliée, elle serait à mon bras à l'heure actuelle, duc. Il lâche ce dernier mot avec mépris, et Damien doit user de tout son sang-froid pour ne pas le provoquer en duel sur l'instant. Élisabeth semble déjà s'être désintéressée de la scène. Se détachant de son mari, elle attrape mon bras pour m'entraîner à sa suite. « Viens, Minuit, allons danser. » Je capte un éclat de frustration sur le visage de ces messieurs lorsqu'ils se tournent vers elle, mais Lise les ignore, préférant m'entraîner sur la piste où nous entamons un charleston avec les autres danseurs. Damien nous rejoint à la troisième danse, et je m'efface pour disparaître dans un coin de la pièce, essoufflée par l'énergie débordante d'Élisabeth. Elle aime sincèrement danser, et cet exercice vaut le coup rien que pour me permettre de la voir sourire ainsi. La plupart des invités se pressent déjà sur la piste de danse ou autour du buffet, séparés en petits groupes discutant avec animation. Seuls, les représentants démoniaques manquent à l'appel. Les magiciens représentent l'écrasante majorité ce soir, rien d'étonnant quand on connaît leur amour pour les événements mondains. Seules quelques dizaines d'elfes et d'ombres se sont donné la peine de venir.
Je distingue la représentante des ombres, Sora Dienne, dans un coin de la pièce. Elle observe discrètement sa sœur Lénite et le fiancé de celle-ci, Démon. Ils dansent sur la piste comme de jeunes amoureux ayant oublié le reste du monde. Pourtant, l'échange discret que je surprends entre Daemon et Sora laisse penser que la situation est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. À mesure que le temps passe, la tension s'alourdit. Les danses s'essoufflent et les hommes se réunissent pour discuter entre eux de sujets d'État, tandis que les femmes se vengent du désintérêt de leur époux sur le buffet. J'ai perdu la trace d'Élisabeth depuis quelques minutes déjà. Damien est en grande conversation avec des conseillers qui l'écoutent déblatérer ses grandes idées avec une attention qu'il ne mérite pas. Il tente probablement de les convaincre de la dangerosité d'accueillir les démons au conseil, comme s'ils avaient le choix. Avoir perdu la guerre ne semble pas avoir entamé leur orgueil. Je me concentre sur le lien ténu qui me relie à ma maîtresse et la situe finalement dans les jardins. Une fois, à l'abri des regards, je me change en chat. Sous forme humaine, j'attire bien trop l'attention, et si, comme je le présume, Élisabeth flirte avec l'interdit, je préfère masquer ma présence. Guidée par mon instinct, je trottine dans les jardins anglais entre deux haies taillées au centimètre près par des jardiniers zélés. Je trouve ma maîtresse dans un coin excentré, entourée de rosiers multicolores. Les fleurs sont ouvertes, malgré l'heure tardive, probablement grâce à l'influence magique d'un elfe, et déversent leur parfum dans l'air. Juchée sur le corps à demi nu d'Émilian, encore vêtue de sa robe relevée par-dessus ses hanches, elle le chevauche sans douceur. L'elfe gémit en accompagnant les assauts de la jeune femme, et je devine l'expression du plaisir sur les traits délicats d'Élisabeth. Je peux voir ses ongles lacérer le torse de son amant lorsqu'il jouit en elle, les mains agrippées à ses hanches. Élisabeth. Chut. Elle murmure en s'allongeant sur le sol à côté de lui pour reprendre son souffle. Fuis avec moi. Je te rendrai heureuse. Je t'épouserai et te ferai jouir tous les jours. Tu porteras mes enfants. Elle ricane et se tourne vers lui pour caresser son visage avec douceur. Tu ne me fais déjà pas jouir maintenant? Qu'est-ce qui te fait croire que tu y parviendras si je m'enfuis avec toi? Je reconnais sans peine les inclinaisons cruelles dans sa voix. Inclinaisons que je semble être le seul à percevoir. Élisabeth n'aime qu'elle-même. Pourtant, tous ceux qui partagent sa couche se persuadent qu'ils ont leur chance. Jusqu'à ce qu'elle prenne un plaisir malsain à leur briser le cœur. Et il ne se venge jamais. Est-il un meilleur amant que moi? Je ne discuterai pas de ça avec toi, Émiliane. Profite de ce que je t'offre et cesse de réclamer davantage, car jamais je ne partirai avec toi. On distingue sans mal la douleur qui déforme les traits de l'elfe à la lueur du clair de lune. Je t'aime. Ça te passera. Ma sadique maîtresse se relève en époussetant sa robe, sortant un mouchoir pour essuyer le liquide qui coule entre ses cuisses. Je vais faire un brin de toilette. Cesse de provoquer Damien, s'il te plaît. Cela m'ennuie. Sur ces paroles, elle se dirige dans ma direction, abandonnant là l'elfe au cœur brisé. Cela fait plusieurs mois qu'ils entretiennent une relation plus ou moins régulière, suffisamment longtemps pour qu'ils s'enhardissent à provoquer Damien en public. « Coucou, minuit, tu es là depuis quand? » Elle me prend dans ses bras et je miaule de plaisir en frottant ma tête contre son cou. Je me demande si les démons sont déjà arrivés. Elle se dirige pensivement vers une salle d'eau pour nettoyer les restes de son aventure et se recoiffer. Quelques minutes plus tard, nous sommes de retour dans la salle de réception. J'ai retrouvé mon apparence humaine et Lise affiche l'assurance timide d'une femme du monde tout à fait respectable. Damien nous rejoint à la seconde où nous pénétrons dans la pièce. Il place une main possessive dans le dos de sa femme, sans se douter que d'autres mains caressaient ce même dos quelques instants plus tôt. Les démons seront là d'une minute à l'autre, ma chère.
Reste à mes côtés, je te prie. Ainsi, ils ne pourront pas te faire de mal. » Élisabeth affiche une expression docile et un peu craintive en se rapprochant de lui. Je me demande si Damien peut sentir l'odeur de l'elfe partout sur le corps de sa femme. Sans doute pas. Mon odorat est bien plus développé que celui d'un mage. Soudain, alors que nous nous approchons du centre de la pièce, les lumières s'éteignent. Replace. 3. Journal d'Elisabeth Birnagam, été 1915. Je n'ai plus envie de vivre. C'est ridicule. Je suis une Birnagam, et Père dit que seuls les faibles se plaignent. Les Birnagam ne sont pas faibles. Hier, Père nous a emmenés dans la forêt pour nous entraîner à maintenir la magie active le plus longtemps possible. Il dit que les mages les plus minables tiennent moins d'1 heure, mais au bout de 5 minutes, ma peau brûlait déjà de l'intérieur. Jérémie et Timothée ont tenu respectivement 35 et 42 minutes avant de s'effondrer. Je suis restée plus longtemps. 57 minutes et 32 secondes. Père a honte de nous maintenant. Il nous a à peine jeté un coup d'œil avant de partir. Je ne voulais pas me réveiller. On est rentré à la maison quand la nuit est tombée et que les hurlements des loups ont commencé à faire plus peur que la déception dans les yeux de notre père. Il était furieux parce que les démons ont massacré une quinzaine de mages dans un autre comté. Il a frappé Jérémie parce qu'il ne se tenait pas droit à table. Père déteste quand on ne respecte pas l'étiquette. Il dit que c'est ce qui nous différencie, nous les mages, des autres races à peine plus évoluées que des animaux. Il m'a giflé parce que je suis arrivée en retard à cause de mes stupides cheveux. Je n'arrivais pas à les peigner. Ils étaient pleins de terre à cause de notre tour en forêt, et il n'aurait pas été content si j'étais arrivée sale pour le souper. Tout ça, c'est la faute de ces stupides mages. S'il n'avait pas été faible, il n'aurait pas été en colère, et je n'aurais pas eu à subir son courroux. Mais moi aussi, je suis faible. J'ai tenu 57 minutes et 32 secondes, et ma peau me brûle toujours alors que j'écris ces lignes. Moi aussi, j'aurais été tuée, et Père aurait eu honte. Hier, j'ai vu Lisa Greenwood. Elle a reçu un poney pour son anniversaire. Son père l'a emmenée faire le tour du comté pour qu'elle puisse le montrer à tout le monde. Il avait l'air fier. Je suis sûre que Lisa Greenwood tient plus de 57 minutes et 32 secondes, elle. La prochaine fois, je retiendrai la magie plus d'1 heure, et peut-être que Père sera fier de moi, lui aussi. Chapitre 4. Une pression magique d'une rare puissance envahit l'air, comme un poids invisible qui tente de nous écraser contre le sol. Certains convives tombent à genoux en suffoquant, d'autres se plient sur leurs chaises. J'aperçois même un homme qui saigne du nez, les yeux exorbités, la main posée sur le sol, alors qu'il tente de ne pas s'évanouir. De mon côté, je ne tiens que grâce à l'aura d'Élisabeth qui m'enveloppe comme une couverture protectrice. Du fait de notre lien, je perçois les difficultés éprouvées par ma maîtresse, mais elles sont négligeables. Si sa puissance est suffisante pour contrer celle qui s'abat sur nous, ce n'est pas le cas de celle de Damien à ses côtés. Il a contracté tous ses muscles pour rester debout et une goutte de sueur perle sur son front plissé par l'effort. Bien sûr, elle simule le mal-être en s'appuyant contre son mari sans éprouver le moindre scrupule à redoubler le poids qu'il doit déjà porter. La fille du mage Birnagam n'a rien à envier à son père en termes de puissance, mais personne ne le sait. Personne de présent ce soir, du moins. Elle n'a même pas besoin de fournir un effort particulier pour le cacher. Il lui suffit d'être une femme et de ne pas user de magie en public. Ils sont tous partis du principe qu'elle n'avait pas hérité des dons de son père. Je trouve ça presque comique de voir Damien envelopper Élisabeth dans ses bras pour la protéger, et je n'ai même pas besoin de vérifier pour savoir qu'elle s'en amuse beaucoup également. Les flammes de chaque bougie s'allument subitement tout autour de nous. Les invités ont un mouvement de recul et, par instinct, se regroupent au centre de la pièce comme du bétail. Le bruit du tonnerre résonne dans la pièce et soudain, 7 individus apparaissent à quelques mètres de nous. Alors,
Les lumières se rallument et la pression chute aussi brutalement qu'elle est apparue. Durant quelques secondes, un silence de mort règne dans la salle de réception. L'un des nouveaux arrivants fait un pas en avant, un sourire félin sur le visage. Il a l'air particulièrement satisfait de son effet. Il ne dégage rien, pas la moindre aura de puissance, et pourtant c'est lui, j'en suis certain, qui est à l'origine de cette entrée tapageuse. Ce sont ses yeux qui attirent mon attention en premier. Des prunelles d'un bleu surnaturel qui ressortent de façon presque lumineuse sur ses traits angéliques. Son visage fin, ses sourcils plus foncés que la teinte de ses cheveux blancs et ses lèvres pulpeuses lui confèrent l'apparence d'un jeune homme d'une grande beauté, mais il se dégage de lui quelque chose d'inquiétant. Les muscles de ses épaules sont soulignés par une longue tunique noire brodée de motifs complexes. Mes poils se hérissent alors que mon instinct hurle au danger. C'est sans le moindre doute le démon le plus puissant que j'ai jamais rencontré. Je me fais violence pour détacher mon regard de lui afin d'observer ceux qui l'accompagnent. Une femme à l'éclatante chevelure rousse se tient dans son dos. Elle semble franchement ennuyée par son attitude et fronce les sourcils. Elle n'a pas revêtu de robe comme toutes les autres dames présentes et porte une armure en cuir souple. Sa ceinture est recouverte de poignards et elle a calé une large épée entre ses omoplates. Un mâle se tient à ses côtés. Il pourrait être son jumeau, tant leur apparence est semblable. Mêmes yeux, d'un doré presque rouge, mêmes cheveux de feu et même peau pâle. Là où la femme possède un corps athlétique, cependant, l'homme à ses côtés est une véritable montagne de muscles. Je détaille rapidement les autres membres de la délégation démoniaque, 2 femmes et 2 hommes, qui arborent tous une expression effrayante ou passablement ennuyée. « Eh bien, vous n'accueillez pas vos invités ?» demande l'homme aux cheveux blancs en arborant une moue faussement déçue. Edwin Tonwell, conseiller suprême des mages, un homme âgé d'une 50aine d'années, au crâne chauve et au visage un peu trop rouge à cause de l'excès d'alcool, s'approche d'un pas précipité. « Comment osez-vous » Il fait partie de ceux qui sont tombés à genoux lorsque les démons sont entrés et ne semble pas bien vivre cet affront. Son visage est encore plus cramoisi que d'ordinaire, et ses yeux sortent de leurs orbites à cause de la colère. 2 hommes, un peu plus jeunes, l'attrapent par les bras pour l'inciter à reculer. Le démon aux yeux bleus esquisse un sourire prédateur en jetant un regard circulaire autour de lui. « Jacaël Arfian, mesdames et messieurs, pour vous servir. » Il se penche dans une révérence exagérément moqueuse qui révèle brièvement les tatouages complexes de son dos. Les 2 autres mages du conseil, David Eckwaite et Lennon Jeffries, s'approchent à leur tour après avoir réussi à calmer leur aîné. Le second est un très bon ami de Damien. Comme il est marié à une amie d'enfance d'Élisabeth, nous le côtoyons régulièrement. Charmant, réfléchi, il coche toutes les cases d'un homme qui a réussi. David, quant à lui, est plus timide, mais tout aussi talentueux. Les lunettes aux montures argentées sur son nez le font passer pour un bibliothécaire. « Sœur Arfian, nous vous attendions, vous et votre délégation, » déclare David. Il esquisse une brève révérence et ses lunettes en profitent pour glisser sur l'arête de son nez. « J'ose l'espérer. Nous servirez-vous à boire? Le voyage fut rude, voyez-vous. Votre meilleure bouteille, je vous prie. » Sur ces mots, le démon aux cheveux blancs s'avance vers le banquet, suivi de près par celle qui se comporte comme un garde du corps. Les autres ne bougent pas, se contentant de dévisager froidement les convives autour d'eux. S'ils voulaient montrer aux espèces terriennes qu'ils les méprisent, ils agiraient exactement de cette manière. Lennon esquisse un bref mouvement de tête au malheureux jeune serveur qui s'empresse de courir dans l'arrière-salle, les mains tremblantes. Il bouscule malgré lui quelques invités en passant, mais le risque de représailles ne semble pas l'effrayer autant que le démon qui attend sa bouteille. « Êtes-vous ici pour signer un traité de paix ou vous montrer insultant, Jacaël Arfian ?» Damien s'avance, bravant la peur qui suinte pourtant de tous les pores de sa peau pour affronter le démon.
Élisabeth demeure en arrière, mais son regard en dit long sur ce qu'elle pense de l'intervention de son mari. Ce n'est qu'une brève expression d'agacement, assez furtive pour échapper aux autres, mais je perçois l'étendue de son courroux à travers notre lien. « Je suis ici parce que vous en avez fait la demande, mage. Souhaitez-vous que nous repartions? Cette ville est charmante pourtant. Ce serait dommage. » Il lève un regard sarcastique en direction du mage qui s'empourpre de rage ou d'humiliation. Je ne sais pas. David s'interpose rapidement entre les deux et fusille Damien du regard. « Non, nous ne souhaitons pas vous voir partir. Ce traité doit être signé. Il est temps de mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. » L'attention de Jackael s'égare rapidement vers Élisabeth et un éclat étrange brille dans ses prunelles avant de disparaître aussitôt. C'est tellement furtif que je pense l'avoir imaginé. Pourtant, mon sang se glace dans mes veines. Ma maîtresse l'a vu également. Dans ce cas, reprenons les festivités. L'infortuné serveur revient à pic avec une bouteille et plusieurs coupes. La musique reprend et les convives se remettent à discuter et danser. Leur angoisse transparaît à travers la tension de leurs épaules et le tremblement de leurs mains, mais la plupart parviennent à faire bonne figure. La guerre est dans toutes les mémoires et personne ne souhaite son retour. « Viens, Damien, allons danser », murmure Élisabeth en tirant la main de son mari. Celui-ci demeure immobile un instant, le regard rivé sur le démon aux cheveux blancs, avant de suivre sa femme sur la piste. Ils entament une valse plus mécanique que gracieuse, alors que le regard du duc ne cesse de dériver vers ses ennemis qui l'ignorent superbement. De leur côté, Jackael et sa délégation ouvrent la bouteille pour se servir. Le démon esquisse un sourire effrayant qui laisse paraître ses canines. Son regard traverse la foule pour se planter dans le mien, et lorsqu'il lève sa coupe, c'est avec moi qu'il trinque. J'ai toutes les peines du monde à ne pas fuir en courant, mais Élisabeth me force d'une seule parole mentale à rester là où je suis et à l'ignorer. Tendu comme un arc, j'observe le reste de la délégation en ignorant leur chef avec difficulté. Ceux que je soupçonne d'être frères et sœurs s'engagent sur la piste de danse, se lançant dans une valse gracieuse et distinguée qui détonne dans la tension ambiante. Jackael, de son côté, a tourné son attention vers Damien, qu'il dévisage avec un sourire provocateur. Il ne prête aucune attention à ma maîtresse qui danse dans les bras de son mari, illuminant pourtant toute la pièce de sa simple présence. Non, le regard de Jackael est rivé sur le duc qui, de toute évidence, s'en est rendu compte puisqu'il semble avoir oublié comment respirer. Le démon est parfaitement conscient de l'effet qu'il provoque et s'en amuse follement. Je me demande s'il attend de Damien qu'il craque et le provoque, s'il cherche une bonne excuse pour le tuer à la vue de tous et ainsi humilier davantage les mages sans mettre à mal le traité. Après tout, les démons visent une place au Conseil depuis sa création et sont finalement sur le point de l'obtenir. Ils peuvent jouer les maîtres du jeu autant qu'ils le souhaitent, mais cette soirée est au moins aussi importante pour eux qu'elle ne l'est pour toutes les autres personnes réunies ici ce soir. Élisabeth murmure quelque chose à l'oreille de son mari qui se détend petit à petit et il rive son regard sur sa femme, ignorant le démon avec application. Elle lui sourit en menant discrètement la danse. À les voir, on ne peut que croire à la tendresse qui s'échappe de ma maîtresse lorsqu'elle presse sa main sur l'épaule de son époux, à la douceur de son expression et à la vulnérabilité de ses traits. Elle est probablement la seule qui parvienne à l'influencer de la sorte, et je ne suis même pas sûre qu'il s'en aperçoive. Probablement pas. Le démon aux yeux bleus n'a pas l'air ravi de voir son jouet se désintéresser de lui, mais trouve bien vite une nouvelle victime. La danse s'achève, et une autre commence, puis une autre, et bientôt, il est minuit. L'heure de la signature. Durant ce temps, les démons se sont mêlés à la foule, et l'une des escortes de Jackael danse même avec un ombre qui paraît aussi captivé qu'effrayé par sa partenaire. Seul l'un d'entre eux conserve sur son visage la trace du dégoût prononcé qu'il éprouve pour les convives qui l'entourent.
Il est suffisamment beau pour s'attirer les regards curieux de la gent féminine et les ignore avec dédain, droit comme un piquet, à l'endroit exact où il est apparu. Son attention se pose soudain sur Élisabeth et il se fige. Son expression se transforme alors, passant du simple dégoût à la haine la plus profonde en un bref instant. Personne ne semble le remarquer. Ma maîtresse jette un coup d'œil dans sa direction lorsque je lui fais part de mes observations, mais il a déjà détourné son attention. Cela n'est pas très étonnant, les démons haïssaient mon père plus que tout. Ils ne peuvent pas être fans de moi, répond-elle dans mon esprit, tout en souriant à quelque chose que Damien lui murmure à l'oreille. Je n'aime pas la savoir aussi peu inquiète pour sa propre vie, mais je dois bien admettre qu'elle a raison. Il ne l'aime pas, ce n'est pas nouveau, et elle sait se défendre. Jacaël, de son côté, s'est adossé au bar et flirte ouvertement avec la femme du conseiller Tonwell. Elle a 50 ans et des joues beaucoup trop saillantes, mais je concède qu'on pourrait lui accorder un certain charme. En revanche, je ne pense pas une seconde qu'elle lui plaise. Il fait ça pour toucher l'ego du conseiller et cela fonctionne à merveille. Edwin Tonwell fait de grands gestes nerveux à l'autre bout de la pièce, le regard braqué sur sa femme, alors que d'autres mages tentent de le convaincre de garder son calme. Jacaël semble prendre un plaisir certain à provoquer le chaos autour de lui. Encore un point commun avec Élisabeth. Le mage finit par s'extirper de la garde des gentilshommes pour foncer droit sur le démon, les joues rougies par l'alcool. Comment osez-vous tenter de séduire ma femme? Marie, viens ici. Il tire son épouse vers lui avec force et celle-ci pousse un gémissement de douleur en reculant. Un éclat effrayant traverse le regard de Jacaël, qui ne montre plus aucune trace d'amusement. Peut-être que votre épouse serait encline à se montrer fidèle si vous faisiez preuve de délicatesse à son égard. Ne me dites pas comment traiter ma femme. Le démon hausse un sourcil sceptique et bien qu'aucune émotion ne se lise sur ses traits, je peux sentir la température de la pièce chuter. Alors, méritez-la. Edwin ouvre la bouche et la referme, trop outré pour trouver une réplique intelligente. Je me demande s'il s'est déjà montré violent avec Marie. Ce ne serait pas le premier, ni le dernier. Les mages, surtout les plus âgés, sont pour la plupart des abrutis misogynes et celui-là est leur plus fier représentant. Elles sont rares, celles qui s'émancipent du patriarcat, contraintes depuis leur plus tendre enfance à être jolies, silencieuses, stupides et faibles. Rôle qu'Élisabeth joue à la perfection. Heureusement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.